Donc, il est 19h03. Je crois qu'on va débuter le webinaire. Alors, bienvenue à tous. Alors, ce soir, on est toujours dans notre série Stabilité et productivité des systèmes fourragers. Donc, le thème ce soir du webinaire numéro 3 de cette série-là, ce sont les graminées de saison chaude. Alors, j'aimerais faire une petite introduction. On va faire quelques consignes sur l'utilisation de Zoom, juste pour être sûr que tous les gens là, sont sur le même pied d'égalité. Alors, Cyrine, si tu voulais y aller, s'il vous plaît. Oui, donc bonsoir à tous, ça fait plaisir d'être là avec vous. Donc, pour l'utilisation de Zoom, pour les personnes qui ne sont pas familières, la fonction webinaire vous empêche d'avoir accès à votre vidéo. Donc, vous ne pouvez jamais partager votre vidéo, c'est normal. Et en ce qui concerne votre micro, il est barré. La seule façon de pouvoir y accéder, c'est en levant votre main. Donc, en bas de votre écran, il y a une petite barre avec un petit icône « Lever la main ». Si vous cliquez dessus, on va pouvoir le voir et on va pouvoir vous ouvrir votre micro. Ensuite, si vous voulez communiquer avec nous, il y a aussi deux autres outils, c'est ce qu'on appelle le Q&R ou discussion, qui sont situés aussi les deux icônes en bas de votre écran. Si vous avez des problèmes techniques, on vous recommande d'utiliser le fil de discussion, mais si vous avez des questions plus précises par rapport à la formation, je vous recommande d'utiliser l'option Q&R. Je ne sais plus si on avait décidé si on prend des questions au fur et à mesure ou on laisse plutôt les questions à la fin. Je ne sais pas, Maxime, comment tu préfères gérer On peut ça? attendre à la fin. Si vous avez des questions urgentes, je n'ai pas de problème, je vais y répondre pareil, mais je préfère à la fin. OK, c'est bon. Fait que, en tout cas, n'hésitez pas si une question elle vous pop-up dans la tête, de l'écrire tout de suite dans le QR ou dans la discussion. On y répondra tout à la fin. Là. Et autrement, à la fin, on ouvrira aussi les micros à ceux qui veulent prendre la parole. Donc, voilà. Hey, merci beaucoup, Cyrine. Alors, le conférencier ce soir, c'est M. Maxime Leduc, agronome, qui va vous faire la conférence. C'est Cyrine El Amdoui et moi-même, on sera là pour animer et répondre là, à vos questionnements. J'aimerais rappeler, avant qu'on débute, que cette activité-là est rendue possible grâce à les producteurs de bovins du Québec, au réseau Agri-Conseil et au programme VBP+. Fait qu'à ce moment-ci, je vais arrêter mon partage et je vais permettre à Maxime de partager le sien. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de ce soir. Je ne sais pas qui entre vous, j'ai invité toujours d'aller télécharger l'application mobile Kahoot pour tester le quiz aujourd'hui. On l'avait parlé. Il y avait Nathalie Côté qui vous avait indiqué où aller la chercher. Nathalie, tu as fait la présentation rapidement au cas où personne n'a l'application mobile avec eux? Ou je te fais ça trop sur le fly et tu n'es pas prête? Non, ben je l'avais mis, OK, pas de problème. Je peux montrer qu'est-ce que ça a de l'air, l'application Kahoot? Ben, plutôt comment aller télécharger rapidement. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais vous repartager mon affaire. Bougez pas. Elle est très active. Oui. Alors, on va utiliser cette plateforme-là. Vous pouvez directement jouer sur Internet à l'adresse que vous voyez ici. Si vous avez un téléphone Android, vous allez dans votre Google Play Store et vous cherchez pour Kahoot. Ou si vous avez un iPhone, il faut aller dans l'App Store et chercher évidemment pour Kahoot. K-A-H-O-O-T. Alors, pour vous donner une idée, ça peut ressembler un petit peu ça, là, le visuel là, que vous allez voir. Et au moment opportun, on aura un code de jeu qui vous sera transmis. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à jouer avec nous. Merci, Nathalie. Fait que là, je vais vous permettre de... Voici le code de jeu à l'écran. Je vais vous demander d'aller l'inscrire, qui est le 959-1964. Pour m'assurer que avant de partir, je vais vous demander d'aller le rentrer, comme ça je vais pouvoir le nombre de joueurs qui se connectent à la plateforme. Et après ça, je vais débuter la présentation. Puis au fur et à mesure de la présentation d'aujourd'hui, je vais vous faire poser des questions, des quiz, des questions par rapport à ça. Et Nathalie, ça va être quoi le prix à gagner pour les personnes qui finissent premier et deuxième cette fois-ci? Bien, on va vous envoyer quelques objets promotionnels des producteurs de bovins du Québec.
Nous avons Dorothée, nous avons Cyrine et Simon. On aimerait savoir un peu plus de joueurs. Nous sommes 10. Maintenant, nous sommes 12. On va attendre de se rendre au moins jusqu'à 5-6. On a Louise, Rémi. Il reste encore une minute avant de partir pour pas qu'on endort tout le monde. Puis lorsqu'on va débuter le quiz, on pourra revoir en gros le numéro et on va pouvoir jouer par la suite. Nous allons débuter la présentation. Comme Nathalie nous a discuté tantôt, on va parler des graminées de saison chaude. Pourquoi des graminées de saison chaude? Il y a plusieurs avantages en tant que tels à ceux-ci, mais ils sont très diversifiés aussi. On peut parler à la fois du sorgho, puis on va le détailler tantôt. Il y a des hybrides sorgho herbe du Soudan. Il y a l'herbe du Soudan, le millet parlé japonais, qui ont différentes capacités. Puis pourquoi qu'on veut parler de graminées de saison chaude? C'est simplement que ces plantes fourragères-là ont la capacité de produire dans des climats qui sont beaucoup plus secs et demandent beaucoup moins d'eau que la majorité des graminées qu'on a actuellement et peuvent faire partie d'un portefeuille de plantes fourragères qui peuvent vous être utiles en tant que telles pour assurer de maintenir une quantité de fourrage idéale dans l'année. Il faut se rappeler aussi que cette année, oui, c'est une année miraculeuse en termes de rendement fourragé, mais on peut se rappeler les 2 dernières années où il y avait des pénuries. Fait que je sais qu'habituellement, le commun des mortels a une mémoire assez courte, mais l'utilisation de graminées de saison chaude permet de réduire les risques et assurer d'améliorer les choses. Puis maintenant, on va passer à travers les différentes graminées qui existent de saison chaude. Lorsqu'on parle de graminées de saison chaude, il y a différents avantages. Il y a des rendements qui sont vraiment plus importants. Le semis est au début ou fin juin, ce qui permet de faire les semis des autres céréales, peut-être du maïs et du soja. Et il y a vraiment plusieurs options qui sont disponibles en termes, lorsqu'on parle surtout du sorgho, il y a des types fourragés, des types sucrés, ou même il y a des types BMR, comme dans le maïs, qui augmentent la digestibilité de la fibre. Ici, vous pouvez voir, c'est un exemple de différentes, c'est une comparaison qui a été faite dans l'Université du Vermont, où on comparait du grès gras, du millet perlé, du sorgho fourragé, du sorgho à grains, du sorgho herbe du Soudan et de l'herbe du Soudan. Il faut constater qu'ici, on représente les rendements de la première et la deuxième coupe, que les sorgho herbe du Soudan et l'herbe du Soudan étaient ceux qui avaient des rendements de façon très intéressante. Et même le millet perlé, vous allez le voir tantôt, ce n'est pas dans toutes les conditions qui est disponible, mais qui était avantageux en termes de productivité. Puis comme j'ai expliqué tantôt, pourquoi c'est intéressant d'avoir utilisé ça, on peut remarquer qu'en fonction, ici, on a les graminées de saison froide et les légumineux, les graminées de saison froide, où il y a un fort rendement en fin de compte en début de saison, mai-juin. La productivité diminue au juillet à août, puis c'est à cause de la chaleur, et il y a un regain en fin de compte vers septembre, octobre. Les légumineuses, une production est un peu plus constante. On retrouve en mauve, en gros, toutes les brassicacées, les choux, les kales, qu'on va parler dans un webinaire au mois de septembre ou d'octobre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la ligne orange, où qui sont, en gros, les légumineuses, les graminées de saison chaude. Vous pouvez voir, avec une espèce de mélange, on peut être capable de fournir des volumes intéressants, en fin de compte, de biomasse tout au long de la saison, qui va de la mi-mai, peut-être jusqu'à la fin novembre, début décembre, si on est capable de faire du stockpiling à l'intérieur de nos prairies. Lorsqu'on parle de sorgho, c'est une première granule de saison chaude. Il y a différents types, mais il y a des hauteurs, ça va entre 6 et 15 pieds, tout dépendant où vous vous trouvez, puis tout dépendant du niveau de maturité que vous le récoltez. C'est résistant à la sécheresse. C'est préféré pour la production d'ensilage. Ce n'est pas vraiment adapté pour la production de fourrage. Par contre, ça contient moins d'énergie que le maïs ensilage en lui-même. Et l'autre problème, si on parle d'acide prussique, on va en discuter à la fin de la présentation, il peut contenir de l'acide prussique si il est donné en ensilage vert ou mangé directement au champ après des périodes de stress. Il y a différents types de sorgho. Il y a vraiment le type grain, que lui, c'est une tige assez large, c'est fait pour faire du grain, ou que le ratio grain-plante est vraiment très élevé. C'est pour produire de la graine de sorgho. Et
et ce n'est peut-être pas la mieux adaptée en tant que telle en termes pour ce qui est donné de poste de l'ensilage. Après ça, on a les hybrides sorgho-herbe du Soudan, que le diamètre de la tige est beaucoup plus petit. Le talage est plus élevé, il produit d'autres tiges. Et le potentiel de repos, c'est beaucoup plus rapide que le sorgho standard. Il fait des meilleures qualités d'ensilage. Et du même coup, pour la simple raison, parce qu'il y a un plus faible rendement en grains qui se produit dans les plants. Il y a un sorgho qu'on pourrait dire appelé type fourragé, qui est similaire au type en grains, qui est très grand, mais qui est beaucoup plus feuillu en tant que tel et possède moins de grains que le sorgho standard. Et même là, quand on va dans le sorgho fourragé, il y a deux types. Il y a celui à double fin. Il y a le conventionnel double fin, en fin de compte, qui est beaucoup variable. Il y a une très grande variabilité entre les espèces. Pour ça qu'il faut que ce soit basé sur des essais faits en prairie, des essais de cultivars faits en station d'épreuve. Et il y a une autre variété qu'on retrouvera peu ou pas, c'est vraiment le nain brachitique, que lui, ça a plus ou moins de 10 pieds, il est des entreneux courts, il y a un ratio feuilles-tiges élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de feuilles que de tiges, la digestibilité va être meilleure. Et encore une autre variété de type sorgho fourragé, le type BMR, comme dans l'ensilage de maïs. Dans le maïs, il y a des sorghos qui sont type BMR. Il y a les variétés 6, 12 et 18. Ça dépend du gène lequel qui utilise le BMR. C'est des traits qui sont présents dans les feuilles. Et certains des hybrides possèdent aussi ce même trait-là dans la tige qui a pour effet d'augmenter la digestivité de la tige qui est consommée. Finalement, le dernier type de sorgho fourragé est celui qui est photosensible. Ils ont des tailles, des rendements élevés. Puis l'avantage de celui-ci, c'est que, un peu comme la différente des graminées, lorsqu'il commence à épier ou produire des graines, la qualité nutritionnelle diminue. Mais ici, tant aussi longtemps, en fin de compte, que le sorgho, la luminosité ne diminue pas en bas de 12 heures, 20 minutes, le sorgho va rester au stade végétatif, en fin de compte, dans le champ, ce qui va améliorer la qualité de la récolte. Par contre, lorsqu'elle est récoltée en verre, directement au champ et non fané, ça va être un fourrage qui va être beaucoup plus humide et plus dur à ensiler. Et du même coup, une valeur nutritive inférieure. Ici, pour ceux qui veulent assez de produits du sorgho, là, on sait qu'on parle de pâturage, mais pour un fait d'ensilage, si on regarde ce tableau-là qu'on va voir dans les autres, c'est très bon pour tolérer la sécheresse, mais par contre, ça nécessite des champs qui sont très bien très bien à un peu mal drainés. Taux de semis au semoir de 6 à 11 kg à l'hectare. À la volée, on parle de 15 à 12. Profondeur de semis de 1 pouce à demi-pouce. Il faut s'assurer que la température du sol soit 15 degrés Celsius et plus. Il préfère, à comparer du millet, il préfère les sols qui sont autour d'un pH de 6, 6,5. Et tout dépendant des choses, on fait une première dose entre 70 et kg d'azote à l'hectare à l'implantation. Après ça, on peut donner un 45 à 65 kg à l'hectare pour la coupe subséquente. Nombre de jours dans la première coupe, 40 à 60 jours. On essaye de viser le fin de montaison, début et piaison. Hauteur, la première coupe, 26 pouces. Deuxième, troisième coupe, 26 pouces aussi. Puis si vous voulez faire pâturer, qui n'ont peut-être pas recommandé tout l'idéal, aussi à 26 pouces. Et on arrête de pâturer à 5 à 7 pouces. C'est la même chose pour l'hauteur de coupe pour assurer la repousse. Et il faut faire attention au risque d'acide de prussique et à l'empoisonnement des nitrates. Puis vraiment, si on rappe ça un peu, les avantages du sorgho, c'est qu'il y a 40 de moins besoin en eau que le maïs. Un pouce d'eau supplémentaire, en fin de compte, va donner de 1,75 à 2 tonnes de matière sèche supplémentaire dans le cas du sorgho, par rapport à 0,44 dans le cas du maïs en silage. Ça produit plus de racines, c'est pour ça qu'il est plus tolérant à la sécheresse, mais par contre, il y a des avantages importants, c'est l'acide prussique qui peut tuer rapidement les vaches si c'est mal fermenté ou pas fermenté ou consommé directement en pâturage. C'est des risques. Autre chose, ça demande une température de semis 15 degrés Celsius, que le sol soit 15 degrés Celsius et supérieur pour réussir à fonctionner. Et il y a actuellement peu ou pas d'herbicides qui sont homologués pour contrôler les mosaises à l'intérieur de ces prairies-là. Et aussi, si vous devez faire une fauche et non consommer en verre, ça prend du temps à sécher au fer. Juste pour résumer, ici, on peut retrouver en fin de compte la quantité en amidon de différents hybrides de sorgho / la quantité d'énergie et différents hybrides. On retrouve le maïs en silage, se trouve dans le coin supérieur droit où c'est là qu'on va avoir le plus d'amidon et le plus d'énergie. Et il faut se rappeler, on voit les lignes ici, ça, c'est des vaches qui sont laitières et des jeunes taureaux qui sont très performantes. Ici, on a des génisses
et des vaches allaitantes. On peut voir c'est quel type de sorgho qui est idéal pour ceux-ci. Le sorgho BMR, c'est un des meilleurs. Après ça, on peut aller au sorgho conventionnel, mais on ne va jamais vers le sorgho industriel qui n'est pas adapté pour la production de fourrage. Fait que c'est à retenir, on va essayer de privilégier un sorgho BMR si on a les conditions environnementales au sorgho conventionnel. Comme je veux dire, le sorgho BMR a été démontré que des performances similaires au maïs ensilage que je suis alimenté en ensilage. Puis on vise le style pâteux mou si on veut le récolter comme ensilage. Et ça se peut qu'il va être nécessaire quand même de rajouter des concentrés énergétiques. Fait que maintenant, on va se tourner sur les premières périodes de quiz pour le CAOUT. Et je vais vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas encore, notre 17 participants, d'aller entrer le PIN qui est là, le 959-1964. Puis comment ça va se dérouler? Vous allez voir apparaître à l'écran la question. Et par la suite, vous allez avoir 20 secondes pour répondre à la question en choisissant directement sur votre téléphone. Si vous avez des questions, des problématiques, vous pouvez éclairer sur le chat ou via les QR. En fin de compte, si vous avez des questions. On est parti. Oh, tout le monde est bon. Et qui est le leader? Oh, on a Louise, Simon, suivi de Rémi. Parce que Nathalie Côté ne compte pas. Prochaine question. Le sorgho photosensible a une valeur nutritionnelle mais un rendement faible, a une valeur nutritionnelle inférieure mais un plus haut rendement, a une valeur nutritionnelle supérieure et un haut rendement et n'aime pas se faire prendre en photo. Je vous laisse choisir. La bonne réponse est à une valeur nutritive inférieure, mais un haut rendement. On avait une bonne personne qui a répondu. Et Dorothée a pris les devants dans la course devant Nathalie et Louise. Maintenant, vrai ou faux, certains cultivars de sorgho BMR possèdent des traits au niveau de la tige. Vrai ou faux? Vrai. Alors, on voit quel est le classement. Oh, Simon, suivi de Rémi et de Louise. On va retourner à l'autre portion de la présentation pour se diriger vers l'herbe du Soudan. L'herbe du Soudan, vous avez peut-être entendu un peu plus parler. Il y en a qui l'utilisent comme plante compagne présentement. Et c'est une des bonnes plantes qu'on peut utiliser d'ailleurs aussi pour faire des pâturages qui est de meilleure qualité en fin de compte que le sorgho. L'herbe du Soudan est idéale simplement pour faire du pâturage, récolter en ensilage ou servir de plante compagne. Il y a des tiges beaucoup plus fines. Il y a une repousse qui est très rapide. Et on recommande une variété Piper, en fin de compte, qui est moins à risque de contenir de l'acide prussique. Si un représentant vous dit « Hey, dans mon herbe du Soudan, il n'y a pas d'acide prussique », ce n'est pas vrai. Ça se peut qu'il y ait des faibles quantités ou un faible risque, mais il va toujours avoir des risques dans lequel le Soudan, malgré que l'herbe du Soudan est un beaucoup plus faible à risque. Et il y a certaines variétés BMR qui sont disponibles actuellement sur le marché. Et une autre variété, comme je dis, l'herbe du Soudan, en fin de compte, comparé à l'herbe du Soudan, le sorgho herbe du Soudan a des rendements supérieurs. Il y a une tige un peu plus grosse, il est plus grand, il y a des meilleurs rendements, mais par contre, l'hybride sorgho herbe du Soudan est beaucoup plus à risque de produire de l'acide prussique. Puis lorsqu'on regarde encore ce fameux tableau comparatif-là, tolérance à la sécheresse, l'hybride sorgho Soudan est très bon, comme l'herbe du Soudan. Les mêmes choses au niveau des terrains, il faut que ce soit bien, un peu mal drainé. Au niveau du taux de semis en pur, là, on parle de 22 à 34 kg à l'hectare pour l'hybride sorgho Soudan, mais pour l'herbe du Soudan, on parle de 17 à 23 kg à l'hectare. À la volée, les taux augmentent, toujours la même profondeur. On augmente la température dans ce cas-ci du sol à 18 degrés Celsius
pour l'herbe du Soudan au lieu de 15 pour le sorgho. Des pH de sol autour de 60 à 75. Et en termes d'engrais azotés, on implante toujours à 70 à 90 kg à l'hectare et un 45 à l'implantation et 45 à 65 kg à l'hectare à la première coupe. Au niveau de la récolte, on attend toujours un 45 à 60 jours. Fin mondaison, début fraison, on veut toujours un 26 pouces. Début du pâturage, 24 à 30 pouces pour les deux. Et on s'assure de sortir les vaches du pâturage à 5 à 7 pouces. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir des champs qui sont secs pour s'assurer de maintenir la plante en vie et pas détruire la plante. Mais il y a des risques d'acide prussique et des risques d'empoisonnement en fin de compte au nitrate dans les deux cas. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? L'herbe du Soudan est idéale pour le pâturage. Ça peut se récolter dans l'ensilage, puis on vise une variété Piper pour risquer les moins que des risques. Et le sorgho de l'herbe du Soudan offre, c'est vraiment un meilleur rendement de l'herbe du Soudan, mais il contient plus que d'acide prussique que la variété seulement herbe du Soudan. Ça nous amène, en fin de compte, à notre prochaine portion du quiz. À vos téléphones, si je vous rappelle de nouveaux personnes, en fin de compte, le NIP, le PIN, c'est le 959-1964. Passons à la prochaine question. Quiz. L'herbe du Soudan a une tige large, ne contient pas d'acide prussique, a une repousse lente et idéale pour les pâturages. Good! Oh! Rémi est en avance sur Simon et David, nos trois gagnants. Jusqu'à maintenant. Deuxième question. Un hybride de sorgho au Soudan a des tiges larges de large diamètre, a un fort potentiel de rendement en grains, a un potentiel de repousse rapide, ne tale pas. La bonne réponse, un fort potentiel de repousse rapide. On avons Simon, David et Rémi qui est en avance. Question numéro 3. Vrai ou faux? L'herbe du Soudan a une très mauvaise tolérance à la sécheresse. Parfait. Tout le monde a des bonnes réponses. Le classement se maintient. Oh, on a une question sur le miel-perlé, par contre. Attendez, je ne vais pas revenir en arrière, c'est dommage. On va juste faire sur pause. Bon, excusez-moi, il y a eu une petite erreur de ma part dans la configuration de mon caout. On va attendre. On va retourner l'herbe du Soudan, miel perlé. Le miel perlé, désolé d'avoir vu la question. Le miel perlé, c'est une autre graminée de saison chaude, puis un des avantages, il ne produit pas d'acide prussique. Mais par contre, il y a des conditions spéciales. Ça possède vraiment une tige c'est celle qui possède la plus petite tige, celle qui est la plus fine, possède le plus de feuilles, ne contient pas d'acide prussique, c'est un de ses avantages, et c'est beaucoup moins sensible au sol acide et adore les sols sableux. C'est vraiment plus adapté. Si elle allait planter ça dans un sol qui est plus argileux ou lourmeux, il va y avoir plus de problèmes. Mais une terre de sable, une salle de plage, ce type de miel perlé est adapté pour ceux-ci. Si on regarde en termes du régime, tolérance à la sécheresse, très bon. C'est vraiment meilleur que le sorgho dans le sol sableux. Bien, un peu mal drainé. On vise un taux de semis de 17 à 23 kg à l'hectare. Là encore, un pouce, un demi-pouce, un pouce de profondeur. 18 degrés Celsius de température du sol. Il peut tolérer des pH acides entre 5,5 et 6,5. Et en termes d'azote, à l'implantation, on vise un 70 à 90 kg à l'hectare d'azote, tandis que pour la coupe subséquente, en 45 à 75 kg. Nombre de jours de première coupe, 45 à 60. On vise fin de montaison, début fraison. Première coupe à 22. Deuxième coupe, 12, qui est un peu le problème du millet. Le rendement de la deuxième coupe est un peu moins bon que l'herbe du Soudan. Fin des pâturages à 8-12 pouces. Il n'y a vraiment pas d'acide prussique, mais par contre, il y a des enjeux pour les nitrates. Fait que le miel perlé, en fin de compte, minimal du sol à 2 pouces, il faut qu'elle soit vraiment de 15 à 18 degrés Celsius. Ne tolère pas les sols qui sont mal drainés. Choisissez vraiment un hybride en fonction vraiment de vos besoins, qu'est-ce que vous souhaitez quand vous regardez dans le catalogue. Et
L'autre avantage, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'acide prussique, est moins sensible au sol acide, c'est des sels problématiques, et est vraiment très bien adapté au sol sableux. Si on retourne à notre fameux quiz, il y a 2 personnes, on ne va pas refaire la question par contre. Ah, peut-être que oui. Vrai ou faux, le miel représente une prise d'empoisonnement au nitrate? Vrai. Autre question. Le millet perlé est adapté au sable, vrai ou faux? Vrai. Tout le monde a raison. Puis, faut savoir aussi que plus vous répondez rapide à la question, plus vous accumulez de points. Fait que si vous attendez à 19, il reste une seconde, vous allez avoir moins de points. C'est la même bonne réponse que vous avez répondu une seconde après le début du quiz. Ça vous mène, on vient de finir les quiz pour le millet. On va se diriger après ça pour aller discuter plutôt des risques nitrates. Les risques nitrates, on entend parler souvent à la fois dans le maïs en silage, lorsque les fortes périodes de sécheresse en tant que telles, puis là, ils viennent à retomber de la pluie rapidement. Et c'est une des problématiques majeures pour les herbes, les graminées de saison chaude, surtout si on les a au pâturage. Il faut faire attention à ces risques-là. Puis qu'est-ce que les nitrates en tant que tels? C'est l'ion nitrate, c'est vraiment du NO3. C'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de la plante avant d'être transformé en protéines. Fait que la plante absorbe les nitrates du sol, l'accumule, et si la plante n'a pas des conditions de croissance adaptées, soit des périodes de sécheresse ou des périodes un peu plus fraîches, ou la plante ne peut pas utiliser les nitrates pour faire des protéines et l'accumuler dans ses feuilles. Et c'est là qu'on se retrouve avec vraiment des enjeux pour la santé des animaux, parce que ça peut faire tuer les animaux en fin de compte s'il y a une trop grande quantité de nitrate qui est consommée. Et en gros, comment ça fonctionne rapidement, c'est que ce qu'on appelle en anglais minéraux. En gros, la plante préfère les formes inorganiques sous forme du NO3 de nitrate ou d'ammonium, ce n'est pas son préféré. Il peut y avoir du lessivage de l'azote, la volatilisation. Il peut être des mises en réserve sous forme organique. Et on peut avoir aussi de l'ammonium qui est fixé dans la matière organique, qui provient peut-être des résidus de ferme. Et par la suite, il peut y avoir une minéralisation supplémentaire ou une libération par la suite sous forme de NO3 pour être absorbé par la plante. On va répondre à votre question, M. Lebel, par la suite sur les nitrates, sur l'acide prussique. En gros, comment ça métabolise la plante, comment la plante métabolise des nitrates dans la plante. Elle absorbe les nitrates du sol, ça se transforme en nitrite, après ça en ammonium, après ça en acide aminé, puis en protéines. Fait que s'il y a des problèmes de sécheresse, la plante est stressée, qui l'empêche de faire compléter le processus, ben, on va se retrouver avec des nitrates et des nitrites, et ça, c'est des composantes qui sont toxiques pour l'animal s'ils sont mal métabolisés. Puis il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a des facteurs environnementaux qui permettent l'accumulation de nitrates, soit la sécheresse, les gels, l'ombrage, des maladies, la chaleur, des températures prolongées qui sont froides, qui sont prolongées. L'utilisation d'herbicides du 2,4-D, ça peut causer des problèmes. Au niveau nutritionnel, s'il y a une surfertilisation en azote, même en fumier. Au niveau des productions, les productions qui sont plus problématiques, tout ce qui est herbes du Soudan, avoine, en gros, maïs et d'autres graminées qu'on n'a pas ici au Québec. Des graminées de saison chaude, sorgho, herbes du Soudan, millet perlé, maïs sont les plantes qui sont le plus à risque. Puis même, il y a des mauvaises herbes comme l'amarante et le chénépote blanc, en fin de compte, qui sont plus à risque pour ceux-ci. Je vais répondre à votre question, M. Lebel, par la suite pour les engrais à la fin de la slide. Et il y a l'orge aussi dans les graminées qui est plus à risque, dans les céréales qui est plus à risque de contenir des nitrates. Les plantes à faible risque, on parle de dactyles, fétuques, légumineuses qui sont moins à risque. Les facteurs de risque au niveau du sol, c'est forte teneur en azote du sol, pH élevé supérieur à 7,
déficience en phosphore qui entraîne ça, des facteurs de risque plus qu'environnemental. On parle des conditions de croissance qui sont adverses ou stressantes, pluie après une période de sécheresse, la sécheresse en elle-même qui entraîne ou même un peu des gels, et de la grêle, du gel, des longues périodes d'ennuagement, en fin de compte, qu'il y a peu de soleil, ce qui empêche la plante de faire produire de la photosynthèse et d'utiliser les nitrates, en fin de compte, qui se trouvent à l'intérieur de celle-ci comme source pour produire de la protéine, des acides aminés, et l'application d'herbicides de 2,4-D. Comment réduire ça au champ? Ne pas surfertiliser en azote, s'assurer que la plante n'a pas donné trop d'azote. Éviter de faire pâturer en tant que tel lorsqu'il y a des périodes de stress. Ne pas servir en fourrage vert parce que le processus de fermentation permet de baisser entre 40 et 60 les quantités de nitrates, ce qui évite les problématiques. Et c'est vraiment privilégié d'entreposer en ensilage fermenté, de servir un fourrage fermenté. Il ne faut pas oublier que vous avez vu du gaz orange, tantôt du silage de base. C'est à ce moment-là, ça, c'est un sous-produit, en fin de compte, qui est dégagé et qui est toxique pour l'humain. Fait que, pour ce qui est des méthodes de réduction au champ, il faut vraiment travailler avec des bons moments de coupe, éviter les jours suivants une pluie après une sécheresse, éviter après un stress, gel, grêle. Il faut laisser à la plante de se consommer puis de recommencer à croître. Éviter de récolter un plant qui est immature parce qu'il contient plus. Vous pouvez même procéder à une coupe qui est haut du plant, 10 à 12 pouces dans le cas des graminées de saison chaude. Dans le maïs, on peut parler peut-être du 20 pouces. Et la fermentation que ça permet de faire, c'est vraiment une réduction en moyenne de 40 mais ça peut aller de 25 à 65 des nitrates sont métabolisés lors de la fermentation et une réduction importante des nitrates qui va devenir moins à risque pour les ruminants qui le consomment. Aussi, c'est éviter de rentrer dans le silo. On risque pour la santé et sécurité dans 3 semaines après la fin de la récolte pour éviter les problèmes puis mourir directement dans le silo. Lorsqu'on parle de niveau de toxicité, on voit différentes formes, en fin de compte, du NO3N sous forme de nitrate, puis des nitrites, en fin de compte, sous forme d'azote et des nitrites tout court. Fait que, tout dépendant des méthodes d'évaluation, il y a, généralement, sur le temps, on parle de 350 ppm ou 0,15 pour les femelles gestantes, mais 50 de la ration totale pour les femelles en gestation. Non gestantes, en fin de compte, c'est sécuritaire. 350 à 1130. On limite à 25 à 50 de la ration pour les femelles non gestantes, ne pas donner des femelles gestantes. Lorsqu'on dépasse plus de 2260 ppm, il ne faut juste pas en donner. Ou 1 d'NO3. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les nitrates? C'est vraiment identifier les conditions de croissance à risque, éviter les récolter lors de ces périodes, mesurer la concentration, diluer les aliments. C'est pour ça aussi qu'on parle des brassicacées aussi. En fin de compte, les choux sont à risque aussi des produits d'accumulation de nitrates. C'est pour ça qu'il faut faire des mélanges pâturage qui ne contiennent pas juste l'herbe du Soudan avec d'autres types de graminées pour aider à diluer et aussi d'intégrer tranquillement, en fin de compte, les animaux au pâturage lorsqu'on a des plantes qui sont plus à risque. Simplement pour répondre à la question de Michel Lebel, l'acide prussique, on va en parler tantôt. Pour ce qui est de la fertilisation, il y a différentes solutions. En fin de compte, le fumier de poulet, habituellement, c'est un bon fertilisant qui contient un azote qui est très disponible. Mais ça, je vais vous inviter d'aller voir avec votre professionnel dans l'agro-environnement pour mieux vous guider. Mais c'est sûr et certain que si vous voulez essayer de faire pousser de l'herbe du Soudan et que vous n'avez pas enfoui une luzerne ou un trèfle rouge pour permettre de l'implanter ou mis du filet de poulet, ça va être difficile parce que c'est des plantes qui consomment quand même une grande quantité d'azote. Vous n'allez juste pas recevoir de rendement. Ce serait peut-être mieux d'aller vers d'autres plantes ou juste une plante pérenne si vous n'êtes pas capable de lui fournir une quantité d'azote qui est intéressante. Maintenant, allons au quiz pour les nitrates. Le nucléaire du nitrate est NH4, NO3, NaCl, NO2. Dorothée monte en flèche. Vrai ou faux, les légumineuses sont à haut risque d'accumuler des nitrates.
Bonne réponse. Oh, on a David is back avec 3 bonnes réponses d'un coup. Il tient tête à Dorothée et Simon. Vrai ou faux? L'orge est à haut risque d'accumuler des nitrates. Vrai. Simon prend les devants, suivi de Dorothée et de David. Maintenant, dernière portion, on va parler de l'acide prussique. Bon, l'acide prussique, comme je l'ai dit, c'est dans les greniers de saison chaude, que ce soit le sorgho, que ce soit l'herbe du Soudan ou les différentes combinaisons. Et le problème de l'acide prussique est surtout vu sur soit des ensilages qui ne sont pas fermentés, qui sont donnés en verre, ou les animaux qui sont envoyés au pâturage. Puis il y a des conditions de production d'acide prussique similaires en tant que telles, un peu nitrate, mais pas identiques. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'acide prussique? C'est vraiment, la plante n'a pas d'acide prussique en tant que tel. C'est juste dans certaines conditions, que lors de certaines conditions de stress ou de consommation par l'animal, à ce moment-là, il y a une des molécules qui s'appelle l'urine, est attachée à une autre molécule et là, produit de l'acide prussique. Comment je pourrais dire, dans le processus. Et comme le sorgho possède une autre molécule qui s'appelle émulsion, et c'est vraiment le lien entre l'urine et l'émulsion qui a pour effet de créer cet acide prussique-là. En gros, si la plante est endommagée, l'urine réagit avec l'émulsion pour former de l'acide prussique, ou appelé aussi acide cyanhydrique. Et si l'animal le consomme, en fin de compte, en trop grande quantité, en dedans du moins d'une heure, en fin de compte, l'animal peut décéder. Si on regarde en fin de compte en termes de risque pour différents types, l'herbe du Soudan, sorghum a des plus faibles risques. Herbe du Soudan / herbe du Soudan, c'est un hybride plutôt bas. Sorgho, herbe du Soudan, en fin de compte, intermédiaire. Sorgho, herbe du Soudan, hybride, on peut trouver avec élevé. Tout ce qu'on parle de sorgho type de grain, élevé à très élevé, et mieux-parlé, il n'y en a aucun à l'intérieur. Où qu'on trouve la concentration de sorgho la plus importante, c'est vraiment plus élevé. Les feuilles sont beaucoup plus concentrées en acide prussique que les graines ou la tige ou les tiges des feuilles. Les pieds, en fin de compte, du sorgho, en fin de compte, contient peu d'acide prussique et les graines, en fin de compte, ne contiennent juste simplement pas. Aussi important, c'est les feuilles supérieures, en fin de compte, qui sont beaucoup plus jeunes, contiennent beaucoup plus d'acide prussique que les feuilles qui sont plus vieilles au bas de la plante. Et les thalles ou les branches, en fin de compte, des drageons ont des niveaux aussi très élevés. C'est parce que c'est là en fin de compte, qu'il y a une repousse. La portion de la plante est beaucoup plus jeune que les portions plus vieilles. Vraiment, les bonnes pratiques, on essaie pour le pâturage, pour éviter les risques d'acide prussique, c'est vraiment utiliser des hybrides d'herbes de Soudan et l'herbe du Soudan, en fait, qui ont d'hybrides d'herbe du Soudan ou de l'herbe de Soudan tout court pour leur choix. Pour les bovins, attendre habituellement une hauteur de 18 à 24 pouces avant de les mettre au pâturage. Les hybrides sorgho herbe du Soudan devraient toujours, en fin de compte, attendre sans danger à une hauteur de 24 pouces ou plus. Et aussi, il faut faire attention, si vous décidez de faire pâturer du sorgho, ça se peut que le sorgho ne soit pas disponible pour des fins de pâturage, tant aussi longtemps qu'en fin de compte, il ne va pas atteindre sa pleine maturité au champ. Ce qui veut dire, c'est pour ça que le sorgho n'est pas adapté pour des fins de pâturage. Les repousses de sorgho ne devraient pas être pâturées avant qu'elles soient, en fin de compte, complètement détruites par le gel ou séchées au champ. Fait qu'il faut attendre un peu de temps après, surtout pour le sorgho. Et il ne faut jamais laisser paître les animaux, en fin de compte, après une sécheresse, où si la plante montre des signes, en fin de compte, visibles de stress hydrique. En plus d'avoir de l'acide prussique, il va y avoir des nitrates à l'intérieur qui vont essayer de développer. Il faut au moins attendre un 14 jours après le retour de la pluie. Lorsque vous pouvez faire tester aussi les plantes pour l'acide prussique. Je ne sais pas si j'ai mis la slide pour vous montrer c'est quoi les niveaux à faire attention. Et il faut vraiment s'assurer de ne pas faire paître pour des contre-pousses. Autre chose à faire attention, on parlait de sécheresse, mais c'est la même chose avec un gel. Lorsque le gel vient d'arriver, la quantité d'acide prussique va avoir augmenté de façon importante et c'est là qu'il y a des risques d'intoxication pour une coupe après le gel.
Et c'est pour ça qu'il faut attendre que la plante soit séchée 67 et 10 jours avant de laisser pâturer pour des plantes sur légèrement gelées. Et aussi, il faut faire attention de ne pas envoyer les animaux qui sont affamés. Il vaut mieux leur donner une balle de foin dans le pâturage précédent et qui aillent de façon graduelle, en gros, à l'intérieur d'un champ d'herbe Soudan ou du sorgho. Ce qui nous mène à notre dernier quiz de ce webinaire. Nous allons y aller. Lequel de ces plantes ne contient pas d'acide prussique? L'herbe Soudan, le sorgho, le millet perlé, aucune de ces réponses. Ah, une erreur de ma part ici, mais c'est vraiment le millet perlé. J'ai mopé mon affaire. Vous aviez raison. Et Dorothée, vous avez gagné des points, mais je pense que c'était une erreur de ma part. Quiz. Quelle structure de la plante contient le plus d'acide prussique? Les graines, les racines, les épis, les feuilles. Les feuilles, félicitations. Les graines en contiennent très peu. Dorothée, 7 bonnes réponses, excepté la précédente, mais on ne lâche pas. Il est conséquent de combien de jours après le pâturage? 1 à 2 jours, 5 à 8 jours, 3 à 4 jours, 7 à 10 jours après un gelé sur des plants d'herbe du Soudan avant de faire pâturer. Bonne réponse. On va aller voir le classement final. Qui sont sur le podium? On retrouve David en 3e position. Nathalie Côté ne compte pas. Suivi de Dorothée Bébé. Et on va pouvoir même aller voir la 3e position réelle. Elle va être donnée à Simon pour cette chose-là. Puis je vais laisser Nathalie Côté par la suite pouvoir aller pouvoir vous envoyer des belles casquettes ou des beaux polos neufs. Je pense qu'ils ont des nouveaux polos Under Armour, un producteur de bœuf du Québec. Quelque chose de très classe. Je vous laisse la parole, mesdames. Puis Nathalie va pouvoir parler des beaux polos Under Armour que vous avez maintenant à la producteur de bœuf du Québec. C'est ça, Nathalie, que tu veux dire? Écoutez pas, Maxime, il ne nous envoie pas de prélevés, ça paraît. Hein? Il devrait avoir des polos. Non, on a quelques outils promotionnels là, qui vont vous être. Merci d'avoir participé à l'activité avec le jeu. Ça permet de consolider un petit peu les acquis. Fait que je trouve ça intéressant. Merci, Maxime, d'avoir préparé ça. Juste avant qu'on ouvre les micros par rapport aux questions, j'aimerais ça juste vous mentionner que nos deux prochains webinaires vont porter sur les nouvelles recommandations d'espace dans le Vacheveau le 16 septembre 2021 et les crédits de carbone météoralité le 5 octobre 2021. Maxime va revenir un petit peu plus tard pour les brassicacées, là, comme il nous a parlé en début de séance. Et j'aimerais ça aussi vous dire que vous aurez accès à une enquête qui va nous permettre, nous autres, de connaître votre appréciation. Alors, la question est, est-ce que la présentation vous a permis d'en apprendre plus sur les graminées de saison chaude? Et la deuxième question sera, y a-t-il des sujets dont vous voulez entendre parler dans un futur webinaire ou une future formation, dépendamment de ce qui se passera là, avec les règles sanitaires, on aura peut-être changé nos éléments. À ce moment-ci, je vais arrêter mon partage. On va me permettre à Maxime d'être en plus gros, puis on va permettre aux gens de poser des questions. Merci beaucoup.